Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous allons parler des défis et perspectives de la République démocratique du Congo 64 ans après. Vous le savez, le 30 juin dernier, la République démocratique du Congo a fêté ses 64 ans d'indépendance. Et à 64 ans, ça trébuche encore, il y a encore la misère, il y a des difficultés énormes à gauche, à droite, il y a des guerres, il y a des rébellions, la vie est chère. Que faire? Comment nous projeter dans l'avenir? Alors, pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Richard Bondo, que nous recevons pour la deuxième fois dans cette émission. C'est avec lui que nous allons faire le contour de ces sujets. Maître Richard Bondo, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez pensé à moi pour qu'on partage un peu cet espace d'échange tout à fait démocratique. Merci. La République démocratique du Congo a fêté ses 64 ans d'indépendance. Quelle appréhension faites-vous sur les faits qui ont précédé ou les faits qui sont liés à cette acquisition de l'indépendance? Nous avons acquis cette indépendance à un prix très fort. Les mains coupées, le sang qui a coulé, les brimades du colon. Nous avons été des forçats. Pas pour émanciper nos populations, mais pour enrichir et développer le colon et ses alliés. Parce que l'État congolais n'est descendre de l'État indépendant du Congo, qui était un marché commun des 14 puissances qu'il avait mises en place en 1885. Donc, la trajectoire politique de notre pays est jonchée des cris de douleur, parsemés de sang de nos aïeux et surtout des brimades, des viols de toutes sortes. Notre économie a été pillée au profit du colon, au point que, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall n'a pas été destiné à la Belgique, mais la Belgique, avec les États-Unis, avait mis en place le plan Marshall pour les autres pays ou les autres États faillis de l'Occident, notamment l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Suède, tous ces pays-là faillis, l'Italie. Et récompense à la Belgique, c'est que l'OTAN
choisira son siège à Bruxelles, donc en Belgique, à cause de ce qu'avait apporté à l'économie belge l'union minière du Haut-Katanga et les autres entreprises minières. Donc l'union minière, ce qu'on appelle aujourd'hui Gécamine. Gécamine et même la MIPA qui venait aussi de naître, qui avait à peine près de 25 ans lorsque nous accédons à l'indépendance. Et là, on peut comprendre, comme vous dites, il y avait des brimades, il y avait les sangs qui avaient coulé. Donc il était temps que les Congos soient indépendants. Il était temps, pourquoi? Parce que Nigeria, Ghana, pays d'Afrique subsaharienne comme nous, même la Guinée, qui n'est pas aussi riche que nous, qui n'était pas aussi outillé que nous, était indépendant. Et le contact entre le Lumumba, Nkrumah, Sékou Touré et les autres, c'est ce qui a fait que nous puissions nous battre. Bien entendu, à l'époque, on avait la conscience africaine qui était un média de le cardinal Maloula. Alors, il avait recruté des Congolais qui parlaient comme les Galula, même Mobutu qui sera journaliste aussi. Donc tout ce beau monde a concouru à ce que nous puissions accéder à l'indépendance, même si elle était précipitée. Ah, donc vous donnez raison à ceux qui pensent que c'était une indépendance précipitée. Et... Le problème, c'est qu'en 60, on n'avait pas beaucoup de cadres. Les évolués singeaient le colon. Et les évolués n'avaient pas... C'était des gens qui aimaient vivre comme des blancs, mais qui n'avaient pas beaucoup étudié et qui pensaient que la preuve, c'est que quand on accède à l'indépendance, la plupart de ces évolués qui sont allés à la table ronde de Bruxelles, quand ils sont revenus au lendemain de l'indépendance, nous avons connu ce qu'on a appelé la congolisation, avec l'émiettement en province, des provincettes. Et tout ça, ça ne pouvait pas servir la République du Congo. Parce que quand nous accédons à l'indépendance, nous ne sommes pas République démocratique du Congo, nous sommes République du Congo. Alors vous dites quelque chose, vous dites parce qu'ils n'avaient pas beaucoup étudié. Vous pensez que c'est quand on a beaucoup étudié que l'on peut bien gérer, que l'on peut mieux faire les choses? Parce que nous avons l'exemple aujourd'hui des professeurs, des techniciens, des experts, mais dans la gouvernance, zéro. Je crois que peut-être, pour que je ne sois pas incompris, les études sont fondamentales. Mais il faut que celui qui a étudié soit conscient de la science qu'il incarne. Parce que François Rabelais a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et c'est vrai, parce que nous avons vu Lumumba qui n'avait pas peut-être terminé l'école primaire se battre pour notre indépendance. Nous avons vu les pionniers de l'indépendance qui n'étaient pas des diplômés, des docteurs de telle ou telle discipline, mais qui avaient la conscience d'aller en Belgique sans Lumumba, de dire au roi Baudouin, nous ne déciderons pas du destin du Congo
sans Lumumba ici. Lumumba était au Katanga, en prison. La Belgique a tout fait pour le faire venir. C'est-à-dire qu'il y a ce patriotisme, cette valeur de voir l'idéal État, de dire nous appartenons tous à cet espace qu'on appelle le Congo. Nous ne pouvons pas parler du Congo lorsque l'un de nous est en prison. Il faut le faire venir. Voilà le Congolais qui n'avait pas autant de diplômes, mais qui avait la conscience que sans Lumumba, nous construirions une œuvre inachevée. Donc, l'intellectuel pour moi, ce n'est pas nécessairement le porteur d'un papier qu'on appelle le diplôme. L'intellectuel pour moi, c'est la personne consciente de ses responsabilités, une élite qui est en quelque sorte le livre penseur de la société. Je ne parle pas du libre penseur, je parle du livre penseur. Alors, vous voulez dire Le livre... le livre penseur, c'est-à-dire Oui, c'est-à-dire, quand je vois Gustave, moi, je lis les merveilles dans le livre que j'appelle Gustave. Donc Gustave cultive, féconde mes pensées. Voilà l'élite que réclame le Congo aujourd'hui. C'est cette élite que le philosophe Hegel, parlant de la légitimité populaire, dit la légitimité populaire n'existe que si elle est confiée aux dirigeants conscients de leurs responsabilités. À ce moment-là, on va cultiver le sentiment de patriotisme, on va cultiver la grandeur nationale, parce que ce pays, le Congo, mérite, a vocation à être très grand. Mieux, aucun État au monde n'a ce que le Congo a. Alors, 64 ans après, vous pouvez, on peut aujourd'hui affirmer que le Congo est totalement libre et indépendant. Non. Pourquoi vous Non. dites non? Je dis non parce que notre crise est atavique. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous avons prêté le flanc à la division interne, qui a été l'œuvre de l'étranger. Au lendemain de notre indépendance, éclate une rébellion au Kassai et une sécession au Katanga. Avec cette conséquence que les premières années de Kasavubu n'ont pas été de tout repos pour les dirigeants. Ça a traversé 2 coups d'État. Le premier coup d'État en septembre 60, Mobutu neutralise Kasavubu et Lumumba. Et le deuxième coup d'État en 65, en novembre. Mobutu chasse du pouvoir ou démet du pouvoir le président Kasavubu. Donc, Mobutu lui-même sera chassé en 97 par une alliance des criminels pilotés par l'étranger, les puissances.
puissances étrangères. Parce que pendant que l'AFDEL venait, les multinationales signaient des accords avec la rébellion qui venait pour déboulonner, pour chasser du pouvoir. Et lorsque Laurent, après Outémika, prend le pouvoir à Kinshasa, lui aussi sera éliminé par, avec, je dis mieux, avec la complicité de la Belgique, parce que pendant que Sakondi nous disait que Kabila Laurent n'était pas décédé le 16 janvier, Louis Michel, à Bruxelles, le même jour, disait Kabila Laurent n'était plus. Donc, pour moi, s'il faut ouvrir le procès de l'assassinat d'Omzé, dans le box des accusés doit se trouver Louis Michel le Belge. Donc nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Et quand est-ce que nous serons libres? Parce que nous serons libres. En fait, l'indépendance, et aujourd'hui, c'est 64 ans. Nous serons libres lorsque l'élite congolaise aura cultivé l'article 66 de la Constitution qui parle de la cohésion nationale. Nous ne pouvons pas, par exemple, aujourd'hui vous avez vu, le 19 mai, une tentative de coup d'État, alors que la Constitution dit nous devons résister contre les coups d'État. Qui a soulevé le peuple? Même lui d'épaisse, Kabouya était invisible. Personne n'a ameuté le peuple pour dire non à la tentative de coup d'État. Donc, l'élite n'est pas consciente de sa mission comme guide de la collectivité. L'élite, c'est une élite à la conscience inachevée, telle que qualifiée par le premier président de notre pays, Kasavubu Joseph, en 1960, le 30 juin, dans son discours face au roi des Belges. Il a dit que le pays ne pourrait s'élever, ne connaîtrait d'envol que si on a des Congolais qui n'ont pas de conscience inachevée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre cette conscience? Parce qu'à un moment, il faut décoller. À un moment, il faut quitter le stade de plainte, des misères, les stades des cercles vicieux pour avancer vers un avenir radieux. C'est l'éducation civique. Vous savez, à l'époque de l'esprit, non, à l'époque des Lumières, il y a eu un monsieur qu'on appelle Condorcet. Il a insisté sur l'éducation des masses. Qui éduque nos masses aujourd'hui? Nos masses sont éduquées au Kuluna. Nos masses sont éduquées à violenter des gens. Nos masses encensent les détourneurs. Moi, je suis ministre. Je détourne l'argent de la République. Je passe sur le boulevard du 30 juin. Les enfants qu'on appelle les enfants de la rue s'agglutinent sur ma voiture. Je sors ce que j'ai volé au peuple. Je leur donne des miettes. Et on crie Yokaka, Yondé. C'est-à-dire éloge aux antivaleurs est une
détérioration des termes de la chance congolaise. Est une détérioration des termes de la chance congolaise, ce pays dont la vocation est d'être très grand et d'être puissant au cœur de l'Afrique. Il nous suffit de prendre conscience. Nous n'aurons pas besoin d'avoir des étrangers pour pacifier notre pays. Nous avons des bras utiles, les Congolais, qui sont là, qui n'attendent que les décideurs gèrent le revenu national de manière équitable pour que chaque Congolais, où qu'il se trouve, se sente bien dans son pays. Alors, prenons le plan politique par exemple. Pourquoi tous les dirigeants qui ont pris le pouvoir après les colons n'ont pas réussi à changer les choses? Par exemple, à maintenir la bonne gouvernance, à assainir les milieux tant urbains que ruraux, à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. La criminalité monte, les rébellions. Non, c'est parce que l'État, que j'appelle les fléaux, comme le tribalisme, le clanisme, comme le trafic d'influence et le clientélisme politique, toutes ces antivaleurs ont façonné l'homme congolais. Et il est formaté dans ce moule des antivaleurs. Et ce qui a cimenté ce moule, c'est l'impunité. Donc il faut des sanctions. On ne peut pas avoir des textes. Quand ils sont violés, personne, le violeur, ne soit pas sanctionné. Donc Kasavubu n'a pas sanctionné, Mobutu non plus, Mosé n'a pas sanctionné, Kabila mêmement, aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi. Donc il n'y a pas de sanctions dans tout... Non, je prends seulement maintenant. Ouais. Qui a détourné et on a confisqué tous ces biens pour les remettre à l'État. Quand on m'a quitté, l'argent que j'ai détourné, j'en jouis. Ma famille en jouit. C'est cette impunité qui est devenue une contagion. Et la contagion entraîne l'anarchie que Joseph Pierre Proudhon a qualifié d'une théorie de l'anarchisme, c'est-à-dire le désordre voulu par les dirigeants. Et pourquoi? Parce que dans le microcosme des dirigeants, ils veulent se protéger. Lorsque je fais condamner Gustave, mon tour de main risque d'être plus grave. Là, vous parlez des magistrats. Et quand vous dites, vous condamnez, donc vous pensez que la justice doit craindre parce que demain c'est tel magistrat ou tel procureur qui pourra être à la barre. Il y a un magistrat français, parce que vous posez la question sur la justice, Claude Butin.
il a écrit un livre, Ne jamais faire confiance à la justice de son pays. Parce que tout est régenté par la politique. Le politique n'a pas d'éthique. Surtout en Afrique et chez nous en particulier, le politique croit que l'éthique, c'est pour Gustave. C'est Gustave qui doit cultiver les valeurs. Moi, j'accepte de vivre dans mon désordre parce que ça me profite, ça m'arrange. Donc la démocratie, celui qui doit s'y soumettre, c'est Gustave. Moi, je dois me comporter en dictateur. Je dois museler la presse. Je dois bâillonner l'expression libre. Alors, qu'est-ce que la population, à ce stade, peut-elle faire? Parce que lorsque on est ministre, on est ceci, cela, et la population marginalisée, la population qui est sans force, sans moyen de défense, que peut-elle faire pour que... Non, parce que tout ce qui doit être fait, c'est dans l'intérêt de la population. Oui. Et lorsque on trouve que l'intérêt de la population n'y est plus dans ce qui s'est fait, la population doit s'organiser. S'organiser, Oui. c'est-à-dire... Il y a les organisations des masses, on appelle des organisations ou des associations sans but lucratif. Ce sont les syndicats, les ONG de développement, les associations sans but lucratif dans leur diversité. Les populations congolaises doivent qui existent chez nous, mais à milieu. Mais quand vous suivez de près, ce sont des associations qui sont déjà soit corrompues, soit inféodées par ceux qui ont le pouvoir d'argent. Et difficile aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y a pas toutes ces manifestations que vous pouvez penser pour les biens de la République. Non, non. L'organisation de la société autour des différentes structures donnera aux Congolais le droit de croire, la raison de croire et d'espérer. Pourquoi? Parce que à une période donnée, il émergera de la foule des hommes qui vont défier qui vont braver les brimades, les humiliations. Et ça, il y a un novelliste de l'époque soviétique, Gogol Vassilievitch, dans ses nouvelles Taras Bulba, qui a dit, à une période donnée de l'histoire, Dieu suscite un homme de la foule pour venger comme une femme venge ses enfants, des humiliations, des brimades, des privations, des douleurs. C'est que aujourd'hui... Là, vous laissez à Dieu d'agir. Non. Pas à l'intellectuel congolais, pas aux connaisseurs, aux professeurs, même aux universités, de pouvoir résoudre. L'homme qui sort de la foule, là, c'est un homme qui a l'appui. Étienne Tshisekedi est
un exemple. Il a seul contre Mobutu tenu, seul contre Laurent Désiré tenu, seul contre Joseph Kabila tenu. Ce sont ces gens, ces hommes-là que nous voulons. Parce Mais que comment en avoir deux, trois? Parce que ici, au Congo, vous avez par exemple un leader de la société civile. Un matin, il devient politique. Il vous laisse les combats. Et peut-être c'était lui le financier de la structure. Aujourd'hui, il est politique. Et même ceux qui restent, ils sont toujours derrière les politiques. Mais vous savez pourquoi? C'est ce que j'ai dit, ils ne sont pas des intellectuels. Ce n'est pas la vraie élite rachinée. Une élite rachinée. L'exemple nous a été donné par les États-Unis. En 1776, 3 hommes créent les États-Unis. Mettent en place la Constitution. Washington, George, Jefferson et Madison. Les États-Unis aujourd'hui sont un État tout puissant. 3 hommes. Chez nous, qui a galvanisé les masses contre la dictature? C'était Étienne Tshisekedi, il était seul. Mais il avait toute la population derrière lui. C'est comme ça qu'en 1990, je crois au mois d'avril, le 24 avril, Mobutu a scellé, laisse échapper des larmes en disant « Comprenez mon émotion, je prends congé du MPR ». Mais c'est Tshisekedi. Après les accords de Badolité en 88, Tshisekedi se rend aux soins en Europe. Devant la diaspora congolaise en Belgique, il dit « Les accords de Badolité étaient un acte de décès de l'UDPS, mais moi, je continue la lutte. » Et il a poursuivi le combat de l'UDPS qui a libéré l'espace politique congolais. La démocratie, son arme. C'est pour cela qu'il faut ne pas désespérer. Donc nous sommes, par ce combat-là, nous sommes en démocratie aujourd'hui. Oui, par ce combat-là, nous sommes... La démocratie ne se construit pas en un jour. Donc on peut comprendre qu'on va encore souffrir parce qu'on a quitté de la dictature à la démocratie et comme la démocratie ne se construit pas en un jour, donc on doit encore souffrir. Non, je crois que la souffrance est liée à la vie de l'homme sur terre. Mais ce que je dis, c'est que si nous avons la conscience de ce que vaut le pays, le peuple peut bâtir, comme le dit notre hymne national, un État fort au cœur de l'Afrique. Alors, 64 ans après, pour la première fois, la République démocratique du Congo a une première ministre. De manière succincte, parce que notre temps est parti, quelle est votre appréhension? Quelle chance vous lui donnez pour Vous savez, réussir? vous êtes venu travailler. Qui gère votre maison? C'est madame votre épouse. Donc, le Congo a donné à ce pays
une dame, première ministre. Le Congo a tous les moyens mis à la disposition de notre maman, Madame la Première ministre, pour servir le peuple congolais. Vous êtes optimiste de sa nomination? Moi, je suis optimiste parce que, comme toute mère, elle ne sera pas insensible à la misère visible du peuple congolais, parce que chez nous, la pauvreté conviviale a chassé, non, la misère a chassé la pauvreté conviviale de la RDC. C'est-à-dire quoi? La pauvreté conviviale, c'est que le matin, chaque Congolais peut prendre son petit déjeuner, manger à midi, manger le soir, dormir. Or, cette pauvreté conviviale a été chassée par la misère, parce qu'il y a dans nos familles, il y a ce qu'on appelle le délestage. 2 enfants mangent aujourd'hui jusqu'à mercredi, 2 autres mangeront de jeudi à dimanche, et puis le cycle reprend. Alors, donc vous comprenez? Que doit-elle faire pour ne pas retomber dans les échecs de ses prédécesseurs? C'est combattre l'impunité. C'est-à-dire, elle doit s'appuyer sur le ministre de la Justice, dont le zèle aujourd'hui rend tout le peuple admiratif de ce jeune ministre. Je crois que ce duo... Mais par cohésion gouvernementale, est-ce que si un ministre détourne par cohésion gouvernementale, pensez-vous qu'il doit être sanctionné? Le ministre d'État chargé de la justice a le pouvoir de donner injonction au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites contre le ministre détourneur. Donc, là, il va sortir de la cohésion gouvernementale. Maman souligne qu'il y a des valeurs chrétiennes, c'est-à-dire d'amour du prochain, ne pourra pas être fier dans son mandat de voir ses enfants ployés dans la misère. Parce que nous avons quitté le stade de la pauvreté. On a atteint le fond, c'est-à-dire nous vivons misérablement. Alors, vous avez été sénateur, candidat, vous avez été candidat sénateur pour la ville de Kinshasa. En tant que candidat indépendant. Candidat indépendant. 64 ans après, voilà votre ville que vous vouliez défendre. Comment vous... Qui peut défendre cette ville lorsque la corruption a été qualifiée comme motivation par un sénateur élu? La réponse est là. Donc il fallait motiver les électeurs. C'est-à-dire, et vous motivez avec quels moyens obtenus? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Parce que on vous connaît il y a 5 ans, incapable de payer le transport de Transco. Au bout de 4 ans, vous surprenez tout le monde, vous construisez des palaces. Mais le travail qui vous a permis d'avoir ces moyens, quel est-il? C'est-à-dire vous avez puisé quelque part la corruption,
le détournement, le trafic d'influence. Alors, que faire rapidement pour C'est combattre ces fléaux? Ça, ce sont des fléaux qui détruisent le pays. Que faire pour les combattre? ce qu'il faut faire, c'est que le parquet qui a mission d'investiguer sur les infractions fasse son travail. Comme le dit Auguste Comte, nul n'a d'autre droit que de remplir son devoir. Donc, le bras séculier du ministre de la Justice s'appelle le parquet. Le parquet doit arrêter les détourneurs et les déférer devant le juge compétent. Et confisquer Confisquer les biens d'origine illicite, les remettre à l'État. Maître, nous avons fini. Nous avons fini pour aujourd'hui, mais il y a un défi qui reste dans les chefs des Congolais, c'est le changement de mentalité. Oui. Aujourd'hui, il est difficile de mettre tous les Congolais ensemble vers un même espoir, un nouvel élan dans le patriotisme pour pouvoir faire quelque chose. Comment y arriver? À la création, l'absolu, le créateur, a doté l'homme d'un esprit de discernement. Le discernement a deux craintes. La crainte du ciel étoilé au-dessus de nous et la crainte de la conscience au-dedans de nous, comme l'enseigne Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure. Donc, si nous avons ça, le peuple sera debout, le Congo le sera également. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission Grand Défi. Aujourd'hui, on a fait le tour, 64 ans après. Quels sont les défis et quelles sont les perspectives pour le décollage de la République démocratique du Congo? Merci de nous avoir suivis. La suite au prochain numéro. Au revoir.